Bonjour, on est le 24 septembre 2020, journée qui s'est déroulée en pleine nuit. Bon, des premières tombées de pluie avec des fortes rafales de vent. La nuit, ça avait déjà commencé hier dans la journée, courant de fin de journée, vers 17h, 18h, et des petites pluies pourraient ainsi se traduire par la fin par voilà, des pluies un peu plus violentes au cours de la nuit. Ce matin, ça s'est calmé. Bon, on retrouve un ciel plus ou moins bleu, mais voilà, avec de la fraîcheur. Bon, on a quand même de la fraîcheur. C'est pas qu'on a enfin, une espèce de forme, voilà, de forte chaleur. Enfin, de forte chaleur, non, mais parce que je vous avais dit qu'on n'a pas forcément de forte chaleur, mais des chaleurs qui étaient, je veux dire, très agréables à subir. Ben, le temps s'est rafraîchi petit à petit jusqu'à le rafraîchissement d'aujourd'hui. Mais sachez qu'on est en automne, hein. On est déjà 2 jours de l'automne. Pour un deuxième jour d'automne, encore une fois, je vous dis, c'est du rarement vu. Et les pluies, on en a besoin. Et bon, elles ont fait leur travail. Voilà, le cycle de l'eau, elle a fait son travail. Enfin, les pluies ont fait leur travail. Mais on se retrouve avec bon, une journée qui commence, qui débute agréablement. Voilà, on a de la clarté, on a une petite source de chaleur, et on a tout pour commencer la journée convenablement. Voilà, je vous présente ici un énoncé. Je vais le lire. Quelle est la quantité de chaleur nécessaire pour porter à ébullition et pour convertir en vapeur 1 kg d'eau initialement à 20 degrés Celsius. Supposez la pression constante est égale à une atmosphère. Bon, cette phrase-là, je vais la traiter correctement. Je vais traiter cette phrase. Supposez la pression constante égale à une atmosphère. Et alors on donne la chaleur de vaporisation de l'eau, qui est 2255 kJ par kilo. Mais avant toute chose, donc on demande la quantité de chaleur nécessaire pour porter à ébullition. Le problème il est simple, mais je vais vous montrer certaines choses. Que la quantité de chaleur nécessaire pour porter à ébullition et pour convertir entièrement en vapeur. Donc il faut passer de l'eau, 1 kg d'eau, initialement à 20, donc on a de l'eau liquide qui va passer à l'état vapeur. Voilà, la donne est là. On a 1 kg d'eau liquide qui est à 20 degrés, qui va passer à l'état vapeur, et on va vaporiser complètement. Ça, connaissant la chaleur de vaporisation, on demande la quantité de chaleur totale. Voilà, la quantité de chaleur totale, mais on suppose que la pression est constante et égale à une atmosphère. Voyons voir ça. Alors je vais traiter, supposer la pression constante est égale à une atmosphère. Pourquoi dévoile-t-il cette phrase? Bien, tout simplement, si je dessine dans un diagramme PT pression-température, où on met en abscisse la température en degrés, et en ordonnée, on va mettre la pression, que je vais mettre en atmosphère. Donc on a bien la pression ici, en atmosphère. Et la température en degrés Celsius. Alors si vous connaissez la relation pression-température, bien sûr ici il s'agit d'une substance connue qui est l'H2O. La plupart des courbes de substances
suivent une loi qui est plus ou moins la même, mais je vous montrerai qu'il y a des variantes. Il y a des variantes. Voilà, donc aussi, on arrive à une certaine pression qu'on appelle le point triple, c'est-à-dire qu'il y a les trois états, solide, liquide et gaz. En même temps, hein. Voilà. Et ici, on a le point critique. Point critique, APK, et le point triple qui est ici. Bon, ceci étant dit, je vais faire deux transformations. Alors, pourquoi dit-on dans l'énoncé qu'on suppose que la pression est constante? Je vais vous l'expliquer. Je vais prendre deux pressions. Bon, une pression qui est ici. Voilà une première pression que je vais appeler P1 et une seconde pression que je prends un peu plus haut, ici. La première pression est ici. Hein. Bon, je vais mettre la première pression ici. J'ai des points qui sont ici. On va mettre 20 degrés. Donc, je vais d'abord mettre les états. Tout ce qui est à gauche de cette courbe-là, tout ce qui est à gauche de cette courbe-là, est l'état bien sûr solide. Dans l'état solide. Ce qui se trouve entre cette courbe-ci et cette courbe-là, est l'état liquide. Et tout ce qui se trouve à droite de la courbe ici, est l'état gazeux, et si on est proche de l'état liquide, ben, c'est l'état vapeur. Bon, je préfère l'appeler l'état gazeux. Bon. Alors, je vous avais dit que maintenant je vais aller rechercher les points, bon, 20 degrés, on est à l'état liquide pour l'eau. Donc, on serait dans cette zone-là. Donc là, je prends le point A ici. Le point B, c'est le changement d'état, liquide à vapeur. Le point C et le point D. Donc le point A, je vais le situer. Le point A, je vais le prendre quelque part ici. Là. Je prends un point B
ici. Alors, le point B va être une transformation qui va ramener là. On aura le point C, voilà, et le point D. Maintenant, je vais faire les transformations. Le système va passer donc passer d'un système initial à un système final au travers d'une transformation que je vais appeler T1, système initial, système intermédiaire, et un système final. Voilà. Avec une transformation T2. Alors, la transformation numéro 1, je vais le faire tout de suite. Je vous ai dit que le point A, je vais le mettre plus ou moins... Alors, on va le mettre ici. En tout cas, il est liquide. La substance est liquide. Voilà. Ça, c'est la situation initiale. Voilà. On va partir d'une température T1 pour aller vers une pression, enfin, situer une pression P1. On a T1, P1. Donc, le système initial vaut au point A. Le point A, je vais vous le dessiner tout de suite, il est là. Enfin, je vais vous le situer. Le point A est là. Exactement, si vous voulez savoir où il est là. Voilà le point A. Sur qui est une température, une pression P1 et une température T1. Bon, et ça c'est la situation initiale. Donc on a situation initiale étant au point A, P1, T1, P1. On va faire une transformation, et cette transformation n'aura lieu que de là à là. Voilà. Donc, on va se retrouver en une température T2. Voilà. Et cette température, le couple pression-température, il est ici, sur la courbe de transformation, de changement d'état. Voilà. Donc apparemment on aura deux transformations, pas plus. Hein. Des transformations.
Ouais, donc en fait, il faut que je corrige les diagrammes. On n'a qu'une seule transformation, donc je vais corriger ça tout de suite. J'ai pas deux transformations, mais une seule transformation, faisant passer de l'état T1 on a une situation initiale et une situation finale. La situation finale, bien sûr, c'est le point B, hein, avec une température T2 et une pression P1. Alors vous voyez que la pression n'a pas bougé, hein, c'est la température qui a évolué. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on a une transformation isobare. La transformation T1 est une transformation isobare, puisque la pression ne bouge pas. Une transformation isobare implique que la pression soit constante durant la transformation. En d'autres termes, on voit bien que la pression ici, P1, n'a pas évolué durant la transformation pour passer du point A au point B. Ceci, la pression P1 n'a pas évolué au cours du passage de A vers B. Donc la pression, c'est une pression constante. Voilà, c'est une pression constante. Et on a subi, le système a subi une transformation T1, transformation T1. Maintenant, je vais lui faire subir une seconde transformation que je vais appeler T2. Je vais faire une transformation T2. Durant cette transformation, je vais passer du point C au point D. Alors, le C va être ici. Je vais fixer mon C à cette température-là. Voilà, T3. C'est la température T3. Bon, et ça, c'est le point, on va dire le point C. Point C est ici. Je vais l'indiquer.
Voici le point C, qui est à la température T3. Point C est à la température T3. Je vais faire la transformation jusqu'au point D en changement d'état. Le changement d'état, il est ici. Situé bien sûr à température T4. Alors, où est le point D? Mais il est là, sur la courbe de changement d'état. Quand je dis changement d'état, c'est la courbe qui s'associe avec le changement d'état liquide vers gaz. Hein. Liquide vers gaz. Dans ce sens-là, liquide-gaz. Donc c'est une courbe de vaporisation, si vous voulez. Et on retrouve les températures d'ébullition là-dessus. Toute température qui est reprise sur cette courbe-là est une température d'ébullition. Voilà. Et donc là, on a le point D. Bien sûr, sous une pression P2, qui n'est pas la même pression que P1. Vous voyez que P2 et P1 sont complètement différents. Hein. Voilà, on voit bien, on a une pression P2 qui est plus haute en atmosphère que la pression P1 et qu'on a bien deux pressions distinctes. Donc on a deux transformations. Voilà, une qui est à pression, c'est une transformation isobare. On est à la pression P1 bien sûr, qui n'évolue pas. Hein. Voilà, la pression P1 n'évolue pas, P1. Et ici la pression P1 n'évolue pas. Donc on a bien une transformation isobare. Ce qui va évoluer, bien sûr, vous aurez compris que c'est la température. La température va changer. Ici, en calorimétrie, c'est ce qui va se passer. On va faire une transformation où la variation de chaleur, je vais encore expliquer parce que voilà, mais je vais d'abord mettre mes transformations isobares ici pour le point C et le point D. Donc j'aurai le point C qui a une température T3, pression P2. Là, va évoluer vers une transformation isobare qui est au point D de la courbe PT, température T4, pression n'évoluant pas, puisque la transformation se fait à pression P2. Voilà, les deux types de transformation. J'ai fait deux types de transformation. L'un au travers de l'isobare, en une transformation à pression constante, bon, où je maintiens P1 constant. Et la deuxième transformation, mais qui va maintenir P2 constant. Et dans toutes les cas de figure, T2 et T4, T2 et T4 sont des températures d'ébullition. T2 et T4 sont des températures d'ébullition. Et on a bien une isobare.
bien une isobar parce qu'ici on a la pression P2, la pression reste constante durant la transformation. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour aller de A à B? Ben, on a eu une augmentation de température. Maintenant, la chaleur apportée par le système a fait élever la température. Donc de T1 à T2 pour la première transformation ici, que j'appelle T1. La transformation T1 a fait évoluer du point A au point B, et la transformation T2 a fait évoluer du point C au point D. Donc ce qui veut dire qu'on a eu une transformation à pression constante et la température a varié. Bon. Ceci étant dit, quelque part, pour faire ça, il y a deux chaleurs nécessaires. Il y a deux chaleurs nécessaires. On va porter une chaleur delta Q qui va permettre d'élever la température, qui va induire une variation de température. Et c'est ça, le delta Q, qui va induire cette variation de température. Eh bien, la température va passer de T1 à T2 par le chemin du point A vers le point B. Maintenant, je peux passer de la température T3 à T4, donc il y a une élévation de température. Hein, on va apporter de la chaleur, la chaleur va être absorbée par le système. Donc l'apport calorifique est apporté par un sous-système. Hein, un sous-système apporte l'apport calorifique et le système absorbe cette chaleur pour élever la température d'une température T1 à T2 et de T3 à T4. Il s'avère qu'ici, on est à la limite de changement d'état, puisqu'on arrive à ce qu'on appelle la température d'ébullition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, T2 se trouve sur la courbe de changement d'état. Donc on a affaire à une température d'ébullition. De même, pour le chemin de C vers D, on arrive vers une température qui est une température de changement d'état. Donc on aura une température d'ébullition. Voilà. Ce qui veut dire que le système va subir un changement d'état. Et donc, que la chaleur absorbée va élever la température jusqu'à une température limite de l'état physique du corps. Voilà. Et quand il arrive à la limite de l'état physique du corps, ben, il change d'état. Donc ça veut dire que cette chaleur-là va servir à faire varier la température jusqu'à une certaine limite pour laquelle le corps peut accepter une certaine température, mais après, le corps n'est plus de même nature, puisqu'il va changer d'état, il va passer à l'état, on va dire, gazeux. Puisqu'ici, le corps, le point A et C sont dans le domaine de la zone liquide. Tout ça, c'est liquide. Donc il va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc c'est ce qu'on appelle passage de l'état liquide à l'état gazeux. C'est une transformation qu'on appelle un changement d'état qui est la vaporisation. Donc c'est une vaporisation. Bon, mais la vaporisation, justement, est-ce qu'on la voit ici dans le système? La vaporisation,
à part un point D, B et D, à part le point B et D, ben, on ne voit pas la vaporisation. Voilà. Alors, pourquoi ne voit-on pas la vaporisation? Mais parce qu'en fait, on parle ici, les grandeurs sont des grandeurs de pression et de température. En ce qui concerne les pressions et températures, ben, le travail était fait. Le travail était fait, puisque voilà, pour un changement de température, bon, on va aller de T1 T2, voilà. Et puis qu'est-ce qui va se passer? On aura le changement d'état, mais le changement d'état va se faire à une température d'ébullition donnée. Or, on y est. On a en T2, T4, on y est. Donc là va se passer le changement d'état. Donc la situation finale incorpore un changement d'état. Donc on a une élévation de température ici, une élévation de température et un changement d'état. Voilà. Le changement d'état se faisant bien sûr à la pression P1 et à la température T2. Donc pour parler en termes de chaleur, il faut que je prenne des autres courbes. Ça ne suffit pas. Un diagramme PT ne suffit pas pour parler des chaleurs. Donc je dois changer de diagramme pour entrevoir euh, voilà, la conséquence du changement d'état, parce qu'on ne le voit pas. Ici, on a la variation de température, on voit une conséquence de passage à une situation, d'un système passant d'une situation initiale à une situation finale, avec une élévation de température, et en même temps incorporer un changement d'état. Mais le changement d'état n'est pas splitté, si vous voulez, il est incorporé dans voilà, T2 P1 et T4 P2. Voilà. Donc, mais ça, c'est parce qu'on utilise un diagramme PT. On a un diagramme PT, si vous voulez. La température, vous pouvez la mettre en Kelvin si ça vous chante. Hein, pas de problème. À ce moment, il faut la mettre en Kelvin. Là, on va faire un diagramme pression-température ou température-pression. Ici, c'est plutôt un diagramme PT. Diagramme pression-température ou température-pression, ça dépend comment vous l'appelez. Voilà. PT ou TP. On peut en faire un changement d'état, je vous ferai remarquer, à température constante au travers d'une isotherme. Hein. Il suffit que je fasse ceci. Regardez, je prends un point ici. Il est gazeux, hein, il est dans le domaine gazeux. J'élève la pression tout en maintenant la température constante. À un moment donné, ici, j'arrive au changement d'état. Gaz solide. Hein. C'est ce qu'on appelle la sublimation inverse. Puis vous pouvez le rendre complètement solide ici, enfin, tout en maintenant la température, augmenter sa pression tout en étant solide cette fois-ci, parce qu'il est dans le domaine solide. Donc le changement d'état peut se faire soit au travers d'une isotherme ou une isobare. Voilà. Alors, l'énoncé qui est ici, il était clair et net. Supposez la pression constante égale à une atmosphère, c'est normal. Parce que vous voyez bien que déjà si la pression n'était pas constante, ça fait déjà bizarre. Hein. La pression, s'il n'est pas constante, vous allez avoir ceci. Voilà. Une pression montante comme ceci, ça fait voilà, température évolue en fonction de la pression. Voilà, on aurait déjà ceci, ça fait déjà bizarre. Alors maintenant, si vous mettez à différentes pressions, vous allez avoir des différentes températures d'ébullition. Donc il faut maintenir. Il faut maintenir une seule pression. Par exemple P1 ou P2. Voilà. Et il s'avère qu'ici, le P1 est à 1 atmosphère. Or, quand on a un atmosphère, la pression bout à 100 degrés. Alors, T2 vaut 100 degrés. Puisqu'on a une atmosphère. Maintenant, si vous augmentez en pression, ben, vous avez une autre température, hein, et ainsi de suite.
voyez que en fonction de la pression, la température d'ébullition va varier. Je vous l'ai dit ici, on a deux températures d'ébullition. Hein. Pour en avoir plusieurs, en fonction de la pression. Ça dépend à quelle pression vous êtes. Tant que vous êtes sur cette courbe-là, regardez ici, je vais prendre une pression ici, je vais faire subir une transformation, et vous voyez que la température d'ébullition, elle est là. Hein. Donc la température d'ébullition varie en fonction de la pression. Et c'est ce qu'il dit ici. Bon, ici, ils se mettent à 1 atmosphère. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que la température d'ébullition à 1 atmosphère, pour l'eau, attention que c'est pour l'eau, c'est pour l'eau, hein, ceci, quand on vous dit 1 atmosphère, 100 degrés, c'est pour l'eau. C'est pour la substance qui est l'eau. Eh bien, pour l'eau, la température 1 atmosphère, enfin, la température d'ébullition équivalente à une pression d'1 atmosphère vaut 100 degrés. Donc l'eau bout à 100 degrés, pour autant qu'on a 1 atmosphère. Pour autant qu'on a 1 atmosphère. Bon, voilà. Et si on avait une autre pression, ben, on n'a pas la même température d'ébullition. Bon. Ça, ceci étant dit, mais sachez qu'ici, le problème, c'est que je ne vous ai pas tout dit. C'est qu'en fait, on a une variation de chaleur qui va servir à élever la température, mais comme on a un changement d'état, cette variation de chaleur va induire la cassure des molécules, la cassure des forces de cohésion des molécules pour donner l'état gazeux. Tout va se briser pour former l'état gazeux. Et ça, c'est la chaleur qui va être fournie pour le changement d'état. On a un changement d'état. Donc on a deux chaleurs, une chaleur qui va servir à l'élévation de température et une chaleur qui va servir au changement d'état physique du corps, qui va permettre de casser les forces de cohésion des molécules d'eau. Donc pour passer justement de l'état liquide à l'état solide. Alors, ceci, ce que je vous explique là, on n'en voit apparaître que ceci, que la variation de température. On voit T1 va passer à T2. Ou encore T3 va passer à T4, bien sûr à pression constante. Hein, à pression constante. Par contre, le changement d'état, au niveau chaleur, au niveau de l'interprétation des chaleurs, n'apparaît pas là-dedans. C'est normal parce que c'est un diagramme PT qui n'a pas rien à voir avec la chaleur. Par contre, la cause qui est la variation de chaleur apportée par la source va faire élever la température. Mais ça, l'élévation de la température qui est l'effet dû à la cause de la variation de chaleur, l'effet ou la conséquence qui est la variation de température due à l'échauffement, elle apparaît voilà, dans les transformations ici. La variation de température apparaît. Vous voyez, T1, T2, T3, T4. On voit bien qu'il y a une variation de température. Si de T1 à T2, on ne voit pas qu'il y a une variation de température, c'est grave. Hein, ça. T1 est différent de T2. Hein. T1, je vous avais pris T1 différent de T2. J'ai pris T1 différent de T2. Donc, vous voyez bien qu'on a une variation de température. Donc la chaleur va créer une variation de température. Et dans un diagramme PT, ben on voit cette variation de température. Mais on n'en voit pas le changement d'état. La conséquence du changement d'état. Maintenant, pour faire entrevoir la conséquence du changement d'état, je pourrais mettre ici température d'ébullition. Voilà. Là, on pourrait se dire, ouais, il est arrivé à température d'ébullition, limite du corps à l'état solide. Mais là, fatalement, si on a une température d'ébullition, il va subir une transformation qui est la vaporisation. Donc là, on est à une situation initiale liquide. Et là, comme on arrive à température d'ébullition, le système va passer à l'état, un changement d'état. Voilà. Un changement. Mais on ne l'entrevoit pas ici. Et ça, pour l'entrevoir, il faut une autre courbe. C'est plus un diagramme PT, c'est un diagramme qui va faire intervenir les chaleurs. Alors, je vais effacer tout ceci et je vais travailler au niveau des chaleurs. N'oubliez pas qu'on est en calorimétrie ici.
calorimétrie traite les chaleurs. Donc c'est ça qui va m'apporter, c'est l'étude des chaleurs. On sait bien qu'on a une variation de température via la transformation isobar, mais on ne voit pas, pour ainsi dire, l'effet de la chaleur sur le changement d'état. Pour ça, il faut un diagramme qui fasse intervenir la chaleur et la température, bien sûr. Donc ça ne suffit pas, un diagramme PT ne suffit pas. Par contre, le diagramme PT nous dit tout simplement que on a une transformation à pression constante, et donc et on dira même à une atmosphère, donc on sait bien que la température d'ébullition fait 100 degrés. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher la courbe qui va faire entrevoir l'effet de la chaleur sur un changement de température. Pour ça, j'ai besoin, quelle est la quantité de chaleur nécessaire pour porter à ébullition et pour convertir entièrement 1 kg d'eau initialement à 20 degrés, supposé à pression constante et égale à une atmosphère, chaleur de vaporisation de l'eau, 2255 kJ par Kelvin, par kilo, kJ par kilo, je m'excuse. Alors, on va regarder après ça. Le système de départ, c'est l'eau. Qui est à une température de 20 degrés Celsius. Et qui est connaît sa chaleur massique, bien sûr. Chaleur massique. Alors maintenant je la mets parce qu'elle va varier, hein, cette chaleur. Voilà, on va changer d'état, donc elle va varier. Là, on a la chaleur massique de l'eau, qu'on appelle C0 d'ailleurs. Hein. Bon, j'ai toujours appelé chaleur massique de l'eau C0. Alors on a une masse de 1 kg. Voilà. Et ça, c'est le système initial avec ces variables. Alors, on va avoir une transformation, une première transformation, et là vous allez voir qu'on va apparaître les deux transformations. T1, T2. Alors qu'auparavant, dans le diagramme PT, on n'entrevoit qu'une seule transformation, mais dans une des transformations qui est la dernière, comme on arrive à la température d'ébullition, mais il y a un changement d'état. Par contre ici, comme on parle de chaleur, et que la chaleur va induire deux équations, ben, j'aurai une transformation, voilà. Déjà, au niveau de la température, bon, la substance reste ce qu'elle est, on a toujours de l'eau, hein, bon, on n'a pas une transformation de substance, la substance ne va pas changer. La température, on va passer à la température d'ébullition, de l'eau à une atmosphère, on sait bien que c'est 100 degrés. Le C0, mais il est toujours C0, il ne varie pas, c'est un invariant, quoi qu'il varie de 1%, et on a toujours 1 kg. Alors, le C0, il varie suivant une courbe qui fait ceci. Il n'est pas tout à fait constant. Voilà, il varie de 1%. Si vous voulez, la courbe, ça fait plus ou moins comme ceci. Voilà, donc on ne peut pas dire que c'est 1% de variation. Donc on considère que c'est constant. Voilà. Donc voilà, de 0 à 100, de 0 à 100 degrés, bien sûr. Hein, je prends de 0 degrés à 100 degrés Celsius. Le C0 de l'eau, hein, varie, voilà, de 1%. Autant dire que c'est une constante. Voilà. Et donc c'est le cas ici. Bon, moi, justement, on est à 20 degrés. Là, on n'a pas 0, mais 20 degrés Celsius. On va passer de 20 à 100. Il y a 1%, et 1%, on va considérer que c'est constant. Voilà. Alors, c'est 0, on va dire qu'il est constant. La masse reste constante, la substance reste constante, mais la température va passer de 20 degrés à une limite de changement d'état.
Là, on a un état liquide. Voilà. Là, il est toujours liquide. Si ce n'est que maintenant, il y a une transformation qu'on va voir apparaître. T2. Voilà. Et là, on aura une transformation passage liquide-gaz. Vapeur. Liquide-vapeur, je m'excuse. Liquide-vapeur. Voilà. Le système, en vérité, c'est ça. Voilà, on a une situation initiale, une situation intermédiaire et une situation finale. Donc le système va subir deux transformations. Dans un diagramme PT, bon, deux transformations suffisent dans un diagramme PT. Voilà. Vous faites l'élévation de température et le changement d'état. Et voilà, l'élévation de température, ben, rappelez-vous, je passais d'un système à un autre, mais le changement d'état était repris dans celui-là. Donc j'avais un système initial et final, j'avais pas un système intermédiaire. Système initial, système final, avec de l'H2O. Et qu'est-ce qui a évolué? On passait d'une température T1 qui est 20 degrés à une température d'ébullition, voilà, qui est 100. Et en même temps, ici, se traduisait le changement d'état. Donc on avait le point A ici, et on était au point B là. Donc deux transformations suffisaient dans un diagramme PT. Voilà. Par contre, dans un diagramme delta Q T, il faut voir les trois transformations. Alors pourquoi on doit voir les trois transformations? Parce qu'on est en calorimétrie, et en calorimétrie, on traite la chaleur. Et comme on a des formules qui vont intervenir en fonction des transformations, par exemple, si je prends ici cette transformation T1, en calorimétrie, on vous dit que pour élever la température, ça nécessite un delta Q. Delta Q pour élever la température de 20 à la température d'ébullition. Donc vous devrez appliquer la masse de l'eau qui est de 1 kg fois le C0 de l'eau qui est 4,18 joules par gramme et par degré Celsius fois la variation de température. Et la variation de température, c'est pour passer de, de 20 à 100 degrés, qui est la température d'ébullition à 1 atmosphère. Voilà. Et donc la transformation T1 en calorimétrie va induire une formule. Donc il faut permettre de décortiquer en trois systèmes. Alors, bon, déjà la transformation 1 va induire une formule, mais la transformation 2 va aussi induire une formule en calorimétrie. C'est pour ça que je me suis permis de mettre trois systèmes, contrairement à un diagramme PT, où là j'avais deux systèmes suffisaient. Une transformation suffisait. Une transformation suffisait dans un diagramme PT pour montrer qu'on évoluait la température sous forme au travers d'une isobare et qu'après on avait un changement d'état. Une transformation suffisait. Alors, le fait qu'on dise qu'on arrive à température d'ébullition, là, on sait bien qu'on a changement d'état. Par contre, ici, comme ça a des formules séparées, eh bien, il faut que je fasse une transformation T2 qui va permettre de voir, séparée de T1, qui va permettre de voir ce qui se passe au niveau du changement d'état. Et donc, le changement d'état au niveau de la transformation T2 va induire une formule qui est delta Q, changement d'état.
je vais appeler changement d'état, delta Q changement d'état. Donc c'est égal à la masse d'eau qui n'a pas changé, on a toujours 1 kg, fois, voilà, le C de changement d'état. Ici c'est une ébullition, c'est une changement d'état qui est le C vaporisation. Voilà, et la variation de température n'intervient pas. Pourquoi? Parce que c'est un delta Q changement d'état. Par contre, le delta Q variation de température, il est là. Delta Q variation de température, il est là. C'est la variation de chaleur qui va permettre une variation de température pour passer de 20 à la température d'ébullition. Par contre, comme on est à la température d'ébullition, ça induit un changement d'état qui va se faire à température constante. Là, on a une variation de température, là, on a une température constante. Donc, vous voyez que là, ça induit deux formules. Je vous rappelle que la variation de chaleur qui est apportée, le delta Q qui est apporté, par la source de chaleur, bien sûr, justement, elle va servir à faire élever la température du corps qui est l'H2O de ceci, de 20 jusqu'à la température d'ébullition, mais va permettre aussi, comme on arrive à la température d'ébullition, de changer complètement l'état du corps, et il va devenir de l'état liquide à l'état vapeur. Alors, quelle est la température? Ben, ici, c'est la température d'ébullition, puisque voilà, on a la température constante. Hein. Voilà. Et alors, on a un C, C vaporisation. C'est plus le même C. Le C n'est plus le même. Le C n'est plus le même. En vaporisation, le C a changé. Voilà. Ce qui est maintenu constant, ben, c'est la température. Hein. Voilà. Ici, on a la température. Qu'est-ce qui est constant? Je vais vous montrer tout de suite. Durant les trois transformations, c'est la masse. C'est la substance. Qu'est-ce qui est constant? Ben, là, on a de l'H2O. Là, on a de l'H2O. Là, on a de l'H2O. Tout reste constant à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va encore rester constant? Ben, la masse. La masse est un invariant. La substance et la masse sont des invariants. Voilà. Qu'est-ce qui va changer au niveau des états? Qu'est-ce qui va... Là, l'état est un invariant. Là, l'état est un invariant. Par contre, l'autre côté, là, on change d'état. Ici, on change d'état. Voilà, on change d'état. Alors, là, le C0 est un invariant ici. Mais en changement d'état, on a C vaporisation et non plus C0. Le C a changé. Le C a changé. Donc il a varié ici, le C. Voilà. Au niveau des températures, ça a évolué. On est passé de 20 degrés à la température d'ébullition. Mais ici, maintenant, la température d'ébullition est un invariant. Pour passer de S intermédiaire, SI intermédiaire, là on a la température d'ébullition, et là on a la température d'ébullition qui est un invariant. Donc durant cette transformation-ci, la température durant la transformation T2, la température d'ébullition est un invariant. Donc durant la transformation T1, qu'est-ce qui ne va pas varier durant la transformation T1? C'est-à-dire pour passer de SI, S grand I, S situation initiale à S petit I, situation intermédiaire, mais l'eau, la substance ne change pas. Le C0 ne change pas, quoi qu'il varie de 1%, mais on maintient un constant, on considère comme constant.
la masse ne varie pas, seule varie la température. Donc, et la chaleur apportée par la source de chaleur, justement, va faire élever, est apportée pour élever la température de 20 à une certaine température. Il s'avère qu'ici, il s'agit de la température d'ébullition, c'est-à-dire là, on va avoir un changement d'état. C'est une température limite, voilà, que peut supporter l'état liquide. À un moment donné, il change d'état. Voilà. Vous voyez les invariants, que sont-ils au niveau de la transformation T1? Au niveau de la transformation T2, je vais prendre la transformation T2, les invariants, ben, l'eau reste de l'eau, la température d'ébullition, elle reste la température d'ébullition, on est toujours à une atmosphère, bien sûr, hein. Voilà. On n'a pas changé de pression, hein. Voilà. Le C0, mais il va changer. Lui, il va varier. Il va devenir C vaporisation. Et la masse, c'est un invariant. 1 kg reste 1 kg. Et l'H2O reste de l'H2O. Ce qui induit qu'on a deux formules. Et donc, ces deux chaleurs-là, la chaleur de changement d'état, plus la chaleur de variation de température, ces deux chaleurs-là proviennent de quelque part. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Elle vient de la source de chaleur. Donc la source de chaleur a apporté la chaleur qui va se répartir, l'une pour élever la température de 22 degrés à la température d'ébullition, et la seconde pour casser les molécules. Donc tout va se faire à température constante. Mais si ce n'est qu'il faut tenir compte d'une variation de chaleur qui dépend d'une capacité du corps à accepter, dire une quantité de chaleur en fonction de la masse. Et ça, bon, ça dépend du corps, hein. Le C vaporisation dépend du corps. Et là, il s'avère qu'on a de l'eau et on connaît le C vaporisation de l'eau. Alors je vous rappelle que le C quand on a, ici on a de l'eau, hein, de l'H2O. Quand on a une transformation, enfin quand on est dans un état physique qui est le solide, l'eau possède ce qu'on appelle C de la glace, hein, qui est de 333 voilà, kilojoules pour 1 kilo. Kilojoules pour 1 kilo. Et par degré Celsius. Non, je m'excuse. Ça c'est la chaleur latente de, c'est la chaleur latente de solidification. Voilà. Et pour la vaporisation, elle vous l'a donné dans l'énoncé, hein, je vais vous la donner. Voilà, je vais vous la donner. Bon, alors, la chaleur de vaporisation, c'est 2255 joules par kilo. Elle est là. 2 255 000 joules par kilo. Ou, si vous voulez, 2255 kilojoules par kilo. Voilà. Ça, c'est la chaleur de vaporisation. Alors, pour la glace, la chaleur de solidification, c'est 2089. Voilà, donc je m'étais trompé. 2089. « 2089 joules par kilo et par degré. » Donc je vais le noter. Hein. 2089. Voilà. C'est glace. Non, je ne me suis pas trompé. Parce que ça, c'est la chaleur. Voilà, 333 kJ par kilo, c'est la chaleur
de solidification. Donc c'est bien ce que je disais. Par contre, ce que je n'ai pas ici, c'est le 2089. Pour la glace, c'est 2089. Joules par kilo et par degré. Joules par kilo et par degré Celsius. Ouais, je vais faire ça au clair. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais bon, je vais le faire au clair. Comme ça, pour l'eau, ça sera fait. Donc on a, je vais d'abord effacer ceci. On a la substance, c'est de l'H2O. L'H2O peut être solide, liquide ou vapeur. Là, c'est l'état solide de l'eau, l'état liquide et l'état vapeur de l'eau. Alors, chacun possède le C de la glace, C solide, 2089. Voilà. Joule par kilo et par degré. Joule par kilo et par degré. Le C de l'eau, que j'appelle C0, liquide. C liquide, ou C de l'eau, ou C0. Généralement, je l'appelle C0. 4,186 kilojoules par kilogramme et par degré Celsius. Alors, le chaleur de solidification de l'eau, c'est 333 kJ par kilo. Donc, le changement d'état ici.
Voilà. Ça, c'est la chaleur de solidification. Chaleur de vaporisation, ben, je l'ai aussi. Voilà. « 2255 kJ par kilo. 2255 kJ par kilo. Je sais plus combien, moi j'ai dit 2255. Voilà, et bon, il reste encore le C-vapeur, hein, donc, que je ne connais pas pour l'instant. Bon, je vous le dirai par la suite si je le rencontre. Il reste le C-vapeur. Bon, là, je vais mettre un point d'interrogation. Voilà. Ben, pour l'instant, je ne l'ai pas, donc je vous le dirai par la suite. Voilà. Maintenant que j'ai établi ceci, de toute façon, le C-vapeur, je n'ai pas besoin, hein, parce que voilà, dans le cadre de cet exercice-ci, le C-vapeur, bon, comme j'ai déjà fait 2 exercices, l'un avec le passage de l'état solide à liquide, chaleur de fusion, le passage de l'état liquide à l'état vapeur de l'eau, voilà, c'est cet exercice-ci, mais voilà, je ne traite pas voilà une variation de température dans les vapeurs, donc j'ai pas besoin du CV ici. Je n'ai pas besoin du CV. Par contre, maintenant, il serait un petit peu temps que je fasse les calculs. Voilà, je vais retourner dans l'énoncé. Eh bien, vous savez qu'il y a une formule à prendre en compte. La chaleur qui va être apportée par la source de chaleur, ben, il faudra appliquer une formule qui est, oui, on n'est pas en solide, mais en liquide. Il faudra faire delta Q variation température est égal à M, la masse initiale d'eau, fois le fameux C0 fois delta T. Voilà. Mais comme on fait cette transformation-là, je vais vous la montrer, on va passer de l'état liquide à l'état vapeur, mais en état vapeur, on ne fait pas de transformation de température. Hein. Il n'y a pas de variation de température à l'état vapeur. On va juste passer de l'état liquide à l'état vapeur. Donc il faudra que je prenne en compte voilà, une formule, une autre formule qui sera delta Q changement d'état. Ici, c'est le changement d'état, c'est une vaporisation. C'est égal à la masse initiale fois le delta fois, je m'excuse, parce que indépendant de la température, fois la chaleur de changement d'état, c'est-à-dire la chaleur, dans ce cas-ci, de vaporisation. Donc il y a 2 formules à tenir en compte. Hein. La première et la seconde. Voilà. Alors la chaleur de vaporisation, elle est où? Ben, elle est là. C'est vaporisation, elle est là. Vous allez me dire, ouais, mais C0 il est où? Ben, le C0 il est là. Voilà. Donc en quelque sorte, ici, la transformation qu'on a, c'est ceci. J'ai pas de solide, hein, donc j'enlève ceci. Donc je n'ai pas besoin de... je n'ai pas de solide. Hein. On n'a pas en présence d'un état solide de l'eau. Donc il n'y a pas de glace de l'eau. On ne parle pas de glace. Donc j'enlève ça. En plus de ça, il n'y a pas de changement d'état de solide vers liquide, parce qu'on ne parle pas de glace.
On ne parle pas de fusion de l'eau ici, donc j'enlève ceci. Voilà. Alors le CV, j'en ai pas besoin parce que je n'ai pas d'élévation de température à l'état vapeur. Donc il me reste ceci. Je dois traiter ceci. Je dois traiter ceci. Donc on provient pas, on est à l'état liquide, on ne provient pas d'un autre état, donc j'enlève ceci. Voilà. Est-ce que le C0 j'en ai besoin, mais il s'est effacé, bien sûr. Je vais réécrire. Voilà. Et les deux formules qu'on va utiliser, ben, vous voyez où elles se trouvent. C'est la formule ici. Et la formule là. Et donc, la chaleur qui va être fournie par la source de chaleur, mais va se décomposer en une chaleur de variation de température et une chaleur de changement d'état. Donc le delta Q vaudra la somme de deux chaleurs. Donc en d'autres termes, la chaleur fournie par le système calorifique voilà, qui est un sous-système, va servir à faire une variation de température de l'eau en appliquant la formule bien sûr delta Q, variation de température. Voilà. Et va faire en sorte aussi de fournir une chaleur pour briser les molécules liquides pour les rendre gazeuses. Au travers d'une chaleur qui vaudra chaleur de changement d'état. Chez changement d'état, ici, c'est une vaporisation. Voilà. Donc voilà, la chaleur fournie va servir à ceci et à ceci. Bon. Ben, on va calculer maintenant, il serait plus que temps. Quelle est la quantité de chaleur nécessaire pour porter à ébullition? Ben, on cherche la quantité de chaleur totale. Ébullition, entièrement en vapeur, 1 kg d'eau, initialement à 20 degrés Celsius. Voilà. Alors, le C de vapeur d'eau vaut 2 255 000 joules par kilo. Alors, j'applique la formule delta Q total est égal à delta Q liquide, variation de température, bien sûr, plus delta Q passage de liquide à vapeur. Donc, c'est les deux transformations que je vous ai dit. Ah, l'élévation de température et le changement d'état. Il faut apporter les deux chaleurs. Voilà, je les calcule ici. Donc, delta Q total
c'est 334 000 joules. Alors pourquoi 334 000? En fait, c'est pour passer de 20 à 100, il y a 80 degrés, fois 4,186, qui est la chaleur dans le cycle de l'eau, c'est 0, fois, bien sûr je travaille en kilos, c'est 4,186 joules, enfin kilojoules par kilo, donc je travaille ici en kilos, donc je vais multiplier par 1000 parce que c'est en kilojoules, fois 1 kilo, voilà, on a bien 334 880 joules. Alors, ça c'est pour la variation de température, hein. C'est la chaleur nécessaire pour élever de la température de 20 à 80 degrés Celsius. Maintenant, si je devais élever une température, voilà, la température d'ébullition ici, elle vaut 100. Hein. Température d'ébullition, c'était 250. Voilà, une autre pression, peut-être 250, mais une autre pression, voilà, que la pression atmosphérique, bien sûr. Là, il faudra apporter une plus grande chaleur. Voilà. Vous voyez que, bon, on peut faire varier la température d'ébullition, mais là, à ce moment, il faut une pression donnée. Mais ici, comme on a une atmosphère, c'est 100 degrés. C'est 100 degrés. Là, 100 degrés, ben, il faut moins de chaleur. Moins de chaleur à 100 que si la température d'ébullition était, par exemple, à 105. Enfin, 105, à une autre pression, pas à pression atmosphérique, ça c'est une autre pression. Il faudra apporter plus de chaleur pour l'élévation de température. Donc, vous voyez que la variation de chaleur ici, la variation de chaleur là, est dépendante, voilà, si vous faites un changement d'état, de la température d'ébullition et donc de la pression. Elle dépend de la pression indirectement. Voilà. Je remets pour une température d'ébullition de 100, c'est-à-dire une pression d'un atmosphère. Voilà. Alors maintenant, ceci c'est une constante, c'est la chaleur de vaporisation fois la masse qui vaut 1 kg. Donc c'est 2 255 000 joules, parce qu'ici il est en kilojoules, hein, donc je vais faire fois 1000, fois 1 kg, parce qu'on a 1 kg. Voilà, et là j'ai la température, enfin j'ai la chaleur de changement d'état. Et vous voyez que la chaleur de changement d'état est beaucoup plus grande que la chaleur d'élévation de température pour 20 à la température d'ébullition, à pression donnée. Vous voyez, donc 2 255 000, 334 380. Bon, pour les besoins, je vais tout ramener en kilojoules. Je fais la somme. Voilà. Et j'obtiens 2589,88 kilojoules. Et si je mets en mégajoules, ben j'ai 2,59 mégajoules. Bon. Ceci étant dit, je vais tracer la courbe en mégajoules. En mégajoules. Voilà. Alors pour ça, je vais ramener un diagramme. Et on va tracer le diagramme donc de variation de température, de changement d'état, jusqu'à, bien sûr, vaporisation complète. Voilà, je vais tracer ça ici. La température varie de 80 degrés. 80 degrés, 1, 2, 3, je prends 5 cm.
1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est juste. Voilà, 5 cm. Donc ce qui veut dire que la température va varier de 20 à 100. 100 étant la température d'ébullition, qui fait une différence de 80 degrés Celsius. Donc 80 degrés Celsius pour 5 cm. Ce qui veut dire que pour 1 cm, on a 16 degrés. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai fait 5, si 5 cm, je prends 80 degrés Celsius, je fais 80 divisé par 5. Or 80 divisé par 5, c'est 80 divisé par 10, ça fait 8, fois 2, ça fait 16 degrés. Donc 1 cm, c'est 16 degrés Celsius. Voilà. Et ça, c'est l'échelle, bien sûr, des températures. Données en degrés Celsius. Voilà l'échelle de température. Ouais, c'est T degrés, non pas degré T. C'est T degrés. C'est la température. Ouais, ici, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, je vais le recommencer parce que c'est T degrés parce que T c'est le temps. Donc ici, je prends T degrés qui est en degrés Celsius. Voilà. Bon, je vais indiquer les températures. Là, on a 20 degrés Celsius. Et là, on a 80 degrés Celsius. Je m'excuse. 100. 100 degrés. Donc, la température va évoluer de 20 à 100. Ce qui veut dire un différentiel de 80 degrés Celsius. Voilà. Voilà pour ce qui est de la température. Bon, maintenant, pour la chaleur. Pour la chaleur, donc je prends un point quelconque, hein, je prends à partir d'ici. Je vais commencer ici. Hein. Alors, je vais travailler en mégajoules. Donc, la chaleur va être delta Q, ou plutôt Q, qui lui est fonction du temps, parce que c'est un apport calorifique à débit constant, voilà, va se mesurer en mégajoules. Mégajoules, je vais mettre une échelle, je vais regarder ce que j'ai ici, 2,03. 0,3 c'est très petit, je vais faire x2. Faire x2. Donc je prends 1 mégajoule vaut 1 demi-centimètre. Donc 1 centimètre vaut 2 mégajoules.
1 cm vaut 2 mégajoules. Bon, ce qui veut dire que l'élévation de température, c'est 334 000 fois un apport de 334 000 joules, ce qui fait 0,33 mégajoules, ce qui veut dire 0,3 mégajoules. 0,3, je dois mettre 0,6. Parce que l'échelle me dit que je dois faire x2. Donc je commence ici. Là, 11 points. Et je dois aller chercher 0,6. Voilà 0,6. Donc ça c'est la transformation d'élévation de température de 20 à 80 qui va partir du point A pour aller au point B. Sur le point A étant ici point B, point A. Maintenant je vais faire là le changement d'état. Bien sûr, ici je vous rappelle que c'est liquide. Et maintenant il va devenir vapeur. Mais complètement vapeur. Complètement vapeur. Donc le titre de liquide va diminuer au profit du titre vapeur. Mais on aura 100% de vapeur en finalité. Et 0% liquide. Alors pour ça, on a combien? Pour le changement d'état, on a 2 255 000, ce qui fait 2,2 mégajoules. 2,2 mégajoules. Bon. Ce qui fait 4,4 cm. Ou 2,5. Je vais prendre 2,25 mégajoules, ce qui fait 5 cm. Donc à partir de là, je dois construire 5 cm. C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 cm. Et voilà. Là, ici, on est en finalité de la vaporisation. Qui est le point C. Bon, et là, on a l'état qui est solide. Enfin, liquide, je m'excuse. Liquide plus vapeur. Et au point C, il est complètement vapeur. Au point C, il est vapeur à 100%. Au point C, il est vapeur complètement. Alors là, le titre, c'est un titre. On appelle ça un titre. Il sera 100% liquide ici. Et 0% vapeur. Pour avoir 99% liquide, 1% vapeur, 98% liquide, 2% vapeur, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 0% liquide. Et là, tout est vaporisé et 100% vapeur. Donc quand ils vous disent la chaleur nécessaire pour avoir la finalité de la vaporisation, c'est pour terminer, je veux dire, voilà, on apporte la chaleur ici. Pour terminer la vaporisation, il faut commencer ici. Pour terminer exactement ici.
Ça c'est... donc on a au départ une chaleur Q1. Voilà. On a une chaleur Q1. De Q1 à Q2, c'est pour élever la température. Et de Q2 à Q3, c'est pour le changement complet d'état, c'est-à-dire en fin de vaporisation. On arrive en fin de vaporisation complète. On a 100% de vapeur. Là, on a 0% liquide, mais 100% de vapeur. Hein. Donc il faut arriver à la fin de vaporisation, c'est la chaleur complète qu'il faut de Q2 à Q3, parce que si vous n'allez pas de Q2 à Q3, ben vous allez avoir qu'une contrepartie vapeur. Voilà, une contrepartie. Combien de pourcents, je n'en sais pas plus. Peut-être 80%, 30%, je ne sais pas. Donc il faut aller au maximum de la vaporisation en apportant la chaleur de 2 250 000, 2 255 000. Voilà, joules pour 1 kilo bien sûr. Hein, pour 1 kilo. Ici, le graphique ici est fait pour 1 kilo. Hein. Parce que on sait bien que c'est proportionnel à la masse. Hein. C'est de l'H2O, mais pour une masse de 1 kg. Alors, le delta Q, élévation de température, ou variation de température, qui est égale à la masse d'eau fois le C0 de l'eau, fois la variation de température qui va aller de 20 à 80, eh bien, c'est Q2 moins Q1. Q2 moins Q1. Q2 moins Q1. La variation de chaleur pour le changement d'état qui va se faire à température constante, donc changement d'état, c'est la masse d'eau qui est fois la chaleur de changement d'état qui est la chaleur de vaporisation. Chaleur de vaporisation. Et qui est égale bien sûr à Q3 moins Q2. Et l'apport de chaleur, calorifique à débit constant, l'apport de chaleur Q, eh bien, va se répartir suivant la chaleur pour faire varier la température de 20 à 80. Elle va se répartir aussi pour le changement d'état. Et on voit bien que le changement d'état est beaucoup plus prépondérant que la variation de température. Voilà. Et en totalité, ce qui va être apporté par la source à débit constant, c'est Q3 moins Q2. Voilà. En d'autres termes, c'est chaleur de variation de température Q2 moins Q1 plus la variation de chaleur Q2 moins Q1, Q3 moins Q2 de changement d'état. Voilà. Alors si vous faites ça, on a Q2 moins Q2 qui vont se simplifier et il va rester Q3 moins Q1. Ici, il y a une petite erreur.
Q3 moins... Ouais, parce que l'apport de chaleur, c'est Q3 moins Q1, hein, pas Q3 moins Q2. L'apport de chaleur, c'est Q3 moins Q1. Voilà. Donc c'est juste, c'est Q3 moins Q1, et pas Q3 moins Q2. L'apport de chaleur, c'est Q3 moins Q2. Donc Q3 moins Q2, il est ici. L'apport de chaleur complet, il est là. Voilà. Ça, c'est l'apport de chaleur. Hein. On va passer d'une chaleur Q1 à une chaleur Q3. Donc l'apport de chaleur, c'est Q3 moins Q1. Ceci, c'est l'apport de chaleur pour le changement d'état. Et l'apport de chaleur pour l'élévation de température, ben, c'est de Q1 à Q2. Voilà, donc en fait, quelque part, tout ça pour vous dire quoi? C'est pour résumer la situation. Je prends le cas de l'eau, ben, on va changer d'état, de l'état liquide à l'état vapeur. Ben, on voit bien que la chaleur apportée pour le changement d'état est beaucoup plus prépondérante que pour la chaleur pour faire varier. Je vous rappelle que c'est un graphique qui est à l'échelle. Hein. Je vous ai mis des mesures à 1 cm 16 degrés, 1 cm vaut 16 degrés Celsius, 1 cm vaut 2 mégajoules, il est à l'échelle. Donc on voit la prépondérance de la part prise par la chaleur pour briser les forces de cohésion moléculaire pour faire le changement d'état. Et pour aller en fin fond, bien sûr, de changement d'état, c'est-à-dire au fin fond de la vaporisation, c'est-à-dire à 100% vapeur et 0% liquide. Voilà, donc pour aller au fin fond de la vaporisation, il faut, on va dire, un grand apport de chaleur. Un grand apport de chaleur qui est beaucoup plus grand que celui de l'apport de chaleur pour faire varier la température, pour élever la température de l'eau liquide de 20 degrés à 100 degrés. Ce qui veut dire un apport de 80 degrés. Donc on a un très grand apport. Hein, j'aurais pu faire pour 0 degré, il n'y a pas de problème, hein, je vais le faire tout de suite. Je vais commencer en 0. Voilà, là je vais de 0 à 100, et avant 0 il est solide, hein. Donc ici on traverse complètement l'état liquide de 0 à 100. Hein. Bien sûr je suis à pression atmosphérique, non, le système est à pression atmosphérique parce que la température d'ébullition j'ai pris 100 degrés Celsius. Voilà. Alors là vous voyez que j'ai 418 000 joules. Vous voyez que on a toujours la prépondérance de la chaleur de changement d'état qui est 2 255 000 joules, qui est d'ailleurs plus grande que celle de la voilà, que la solidification. Hein, parce que ici on est en pleine vaporisation. Si je prends un bloc de glace à fondre, mais c'est vrai qu'ici c'est pour 10 kg. Maintenant si je mets pour 1 kg, voilà, pour 1 kg, la température provenant de moins 10 degrés Celsius, voilà, doit aller jusqu'à 0, de moins 10 à 0. Bon, mais la température peut venir de moins 273 jusqu'à 0. Hein. Voilà. Nous, et glace de moins 273,15 jusqu'à 0. C'est énorme. C'est énorme. On a un intervalle de moins 273,15 qui fait dire qu'on est à l'état solide pour l'eau. Alors que pour le liquide, il ne va être que de 0 à 100, bien sûr, après pression atmosphérique, de 0 à 100. Voilà. Donc on a plus de 270 degrés pour avoir l'intervalle de température pour lequel on peut retrouver l'état glace. Et on n'a que 100 degrés, bien sûr après pression atmosphérique, 100 degrés pour lequel on a l'état liquide. Donc le maximum que je peux faire passer de variation de température à l'état liquide de l'eau, c'est de 0 à 100. Mais de 0 à 100, ça prend 418 000 joules. Et on est loin du changement d'état. Le changement d'état en vaporisation, c'est 2 255 000. Voilà. Alors pour le bloc de glace, là, pour 1 kg, ça donne 333 000 joules. Donc vous voyez que au niveau du changement d'état, hein, la chaleur apportée en changement d'état est de 330 000 joules. Ce qui veut dire beaucoup moindre que celle de la changement d'état de la vaporisation. Donc la vaporisation demande une quantité de chaleur phénoménale par rapport à la quantité de chaleur nécessaire pour la solidification
Et ça, je parle pour 1 kg, bien sûr. Hein. Je parle pour 1 kg. Bon. Maintenant, pour la variation de température, je ne peux faire varier que de 0 à 100. Et c'est le maximum ici, l'intervalle de variation de température. J'ai fait de 0 à 100, ça fait maximum pour 1 kg. 418 600 joules. Là, j'ai le maximum pour 1 kg. De 0 à 100. J'ai le maximum de maximum. Voilà, 418 000 joules. Bien sûr, après, soit atmosphérique. Hein. Donc, je vais de 0 à 100. Parce que si je suis à une autre pression, fatalement, je suis plus à 100 degrés et je peux élever voilà, l'intervalle beaucoup plus grand. Hein. Si vous êtes à une autre pression, on aura 102, fatalement, on aura 426 000 joules et ainsi de suite. Je peux augmenter la pression. Et donc, j'aurai des températures d'ébullition qui vont évoluer. Et donc, fatalement, ici, l'intervalle va augmenter. L'intervalle de 0 à la température d'ébullition va augmenter. Donc, la chaleur apportée va augmenter. Donc, ici, c'est pour ça que je maintiens à 100. Je maintiens à 100, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Là, il faut 418 000 joules. Bon, maintenant, pour le bloc de glace, là, je provenais de moins 10 degrés jusqu'à 0. Mais je peux provenir de moins 273 hein, jusqu'à 0. Là, vous voyez qu'il faut 575 000 joules. Voilà. Donc, 575 000, là, on dépasse la chaleur de fusion pour 1 kg. Enfin, on dépasse la chaleur apportée pour 1 kg. Pour le changement d'état. Pour le changement d'état, on aura 333 000 joules. Et si je provenais de moins 273, l'élévation de température de moins 273,0, ce serait 570 297 joules. Voilà, là j'ai le maximum. Voilà, pour aller de moins 273 à 0, c'est la variation de température de moins 273 à 0. Le plus grand intervalle, voilà, pour 1 kg, va me donner moins. Bien sûr, en maintenant 2089, qui est la chaleur voilà, massique de la glace, constant bien sûr. Hein. Sur l'intervalle là, moins 273 à 0, je le considère comme constant. Voilà. 570 000 joules. Bon, mais il s'avère qu'ici, je ne viens pas de moins 273, mais de 10, voilà, et que je n'ai pas 1 kg. Voilà, pour 1 kg, c'est 20 900, 20 890 provenant de moins 10 à 0, pour 1 kg, mais ici j'avais 10 kg. Voilà, donc c'est normal qu'on a 208 900 joules. Voilà. Tout ça pour vous dire que, quoi, j'ai fait une comparaison en vous disant que la chaleur de changement d'état pour la vaporisation, 2 255 000 joules, est beaucoup plus grande que la chaleur de changement d'état en solidification, qui est de 3 333 joules. Bon, je vais remettre les données comme elles étaient. J'ai 1 kg. Là, on passait de 20 degrés. Vous voyez que si je change la température, bien sûr, la chaleur massique, enfin, la chaleur de changement d'état ne varie pas, puisqu'il ne varie pas avec la température. Ce qui va varier, c'est ceci. Si je varie la température, vous voyez qu'il est passé à 334 880 pour 20 à 80, de 20 à 100. De 20 à 100, de 20 à 100 degrés, mais à 80 degrés. Maintenant, si je fais de 0 à 100, ben, il faut un peu plus de chaleur. Voilà, 418 000 joules, c'est normal. Il y a 20 degrés en plus à apporter pour. Enfin, il y a un apport calorifique correspondant aux 20 degrés supplémentaires à élever. Donc c'est normal qu'on a plus de chaleur. Donc celui-ci dépend de la chaleur, mais pas celui-là. Celui-là est toujours. C'est un invariant, celui-là. En fonction de la masse, c'est un invariant. Hein. Il ne dépend pas de la température. Il ne dépend que de la masse. Mais si la masse est déjà un invariant, ben lui il reste un invariant. Voilà. Donc je vais remettre la température qui était de 20 degrés dans l'énoncé. On a 334 000, mais celui-là est un invariant, et la chaleur de fusion de la glace pour 1 kg est un invariant aussi, qui vaut 333 000 joules. Ce qui veut dire que vous voyez que, en comparaison, 2 255 000 est beaucoup plus grand que 333 000 joules. Hein. Donc la chaleur, la chaleur apportée pour briser les liaisons en vaporisation est beaucoup plus grande que la chaleur apportée pour
faiblir les liaisons des molécules au niveau du liquide. Pour faiblir les molécules au niveau du liquide, bon, ça nécessite 333 000 joules. Pour les casser, il faut 2 255 000 joules. Et là, on est à l'état vapeur. Donc, vous voyez la prépondérance que ça a, le changement d'état vaporisation par rapport au changement d'état solidification. Enfin, fusion. 333 000, c'est la fusion. C'est la chaleur de voilà, apportée pour avoir la fusion. Parce qu'on passe de glace à liquide. Hein. 333 000, c'est pour passer de glace à liquide. C'est-à-dire de solide à liquide. C'est la chaleur de fusion. Donc on a une chaleur de fusion, mais comme on a 1 kg, j'ai pris pour 1 kg, ça fait 333 000 joules de chaleur apportée pour faire la fusion de la glace. Voilà, 333 000 joules. Alors que là, c'est 2 255 000 joules pour faire passer de l'état liquide à l'état gazeux. Ou vapeur, si vous voulez. Voilà. Parce que vapeur, on est proche de l'état liquide, c'est ça qu'il y a. C'est pour ça qu'on dit ça plutôt vapeur. Voilà, donc vous voyez que pour l'instant, j'ai fait un exercice qui considérait la fusion et l'autre, ici, la vaporisation. Et là, on n'a que, je veux dire, le changement d'état qui est la vaporisation. Un jour, je vous montrerai le tout complet. On passera d'un bloc de glace, en passant par l'état liquide, qui est l'eau, à l'état vapeur, qui est, et à la vapeur de l'eau. Je vous ferai les 3 graphiques en même temps. Ici, pour l'instant, j'en ai fait un séparément, qui est la fusion, et un séparément, que voici, qui est la vaporisation. Mais une fois, je vous montrerai le tout, et je vous montrerai la prépondérance que je viens de vous parler maintenant, au travers d'un graphique complet. Voilà, je vous remercie.